Bonjour à tous et merci de votre fidélité au Grand JT des Territoires. En ce début d'année nouvelle, toute notre équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2025, avec pour mission de notre côté de continuer à vous faire découvrir l'actualité de nos régions françaises et d'outre-mer. Tout de suite, voici les meilleurs reportages du Grand JT des Territoires. Ceci est un boîtier pour faire parler les moules. Donc c'est de l'électronique qui va être relié, comme vous voulez le voir, aux animaux, avec donc ce type de micro-électrodes que l'on va fixer à l'extérieur des animaux sur les coquilles pour pouvoir mesurer en continu les micro-mouvements des animaux, puisqu'on descend au micromètre, donc c'est une extrême précision. Un câble remonte ensuite à la surface jusqu'à un autre boîtier afin de transmettre les données récoltées nuit et jour. Ce système ingénieux et non invasif, issu d'une technologie du CNRS, permet en fait de mesurer la qualité de l'eau en fonction du comportement des mollusques. On vient littéralement lire sur les lèvres des animaux. Et avec ça, on est capable de recréer leur rythme biologique, leur croissance, la vitesse de contraction de leurs muscles. Et bon, ça nous permet de faire un bilan de santé, en fait, journalier des animaux, à distance, alors qu'elles sont sous l'eau et que nous, on peut être à quelques milliers de kilomètres de là. C'est l'animal 4, et on a ici un enregistrement sur toute la journée, où on voit l'animal qui était ouvert, qui va se fermer, qui reste fermé, et qui se rouvre ici. Si je zoome ici, par exemple, je vais pouvoir avoir l'enregistrement de tous ces mouvements. L'entreprise a vocation à s'implanter là où les risques de pollution sont importants, afin de prévenir la pollution marine. Le mécanisme est aussi plébiscité par les ostréiculteurs. Eux, c'est de toute façon augmenter, je dirais, leur productivité, s'ils le peuvent, en résolvant un problème qui est lié à la manipulation des poches à huîtres. C'est-à-dire que c'est un métier très pénible, aller manipuler les poches à huîtres. Moluscan Eye a déjà installé son système dans plus de 80 lieux en France et dans le monde. En Gironde, il devrait bientôt l'être dans le grand port de Bordeaux, mais aussi dans l'estuaire de la Gironde à proximité de la ferme-usine de saumon au Verdon. Et si vous deveniez testeur officiel de vos produits préférés? À Villepinte, des consommateurs du Club des Goûteurs se transforment en critiques culinaires. Box à domicile ou dégustation sur place, leurs avis permettent d'améliorer les rayons. Immersion dans ce club où le goût fait la loi avec Christophe Rigaud, regardez. Aujourd'hui, Corinne, Christian, David et Aurélie se sont transformés en consommateurs-testeurs. Ils ont été invités par une enseigne de la grande distribution pour déguster leurs produits. Foie gras, chocolat, jus de fruits, amandes, ils sont là pour goûter, mais surtout pour donner leur avis. Je trouve que le jambon n'a pas assez de puissance. Il n'est pas assez présent. Il y a trop, il y a trop de fromage. Mais c'est vrai qu'il faut le chercher, le jambon. On tente plutôt le fromage. Confiture de figues, il n'y a rien à jeter. Ah ouais, ça j'en prends tous les matins. Ouais. C'est marqué grillé ou pas? Pour l'amande, le grillé c'est mieux. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai goûté le jus de pomme et je suis agréablement surprise. On sent bien la pomme, il est très agréable, très frais. Ces consommateurs font tous partie du Club des Goûteurs de la marque Aldi. Régulièrement, ils reçoivent des box à domicile pour tester et évaluer les produits. Mais aujourd'hui, ils sont invités dans une des salles tests de la marque pour découvrir de nouveaux produits avec le même plaisir. L'intérêt, c'est de goûter des trucs que je ne m'offrirai pas, et puis il y a des produits que je n'achète jamais. Donc là, au moins, je vais pouvoir goûter des trucs. Dans le jus de pomme, j'en prends jamais. C'est des produits variés, des produits salés, sucrés, des produits au quotidien. Et j'aime bien goûter les bonnes choses. Verdict, c'est directement auprès d'un collaborateur du service communication de l'enseigne que nos goûteurs font leurs commentaires. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bon. Tout le monde a bien aimé parce que tout le monde a piqué dedans et il y en avait 20. Mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût le jambon. Il manque du jambon. D'accord. C'est une bonne info. C'est exactement ce type d'info qu'on cherche à avoir. Des commentaires très importants pour l'enseigne. Le fait d'avoir le client en face, ça nous permet de dire tiens, ça, c'est la priorité numéro 1. Ce produit-là, il faut le faire modifier dans ce sens-là. Donc ça nous permet surtout de prioriser nos axes d'action pour les prochains mois. On prend les informations, on traite les retours, et après on donne ça au service qualité et on fait évoluer nos recettes et tout le processus pour que nos clients après puissent être plus satisfaits de la qualité de nos produits. Depuis 2 ans, la marque a fait tester 350 produits et recueilli plus de 50 000 avis.
Tout à fait autre chose, une couturière au grand cœur. Elle s'appelle Laurence et elle transforme sa passion pour la couture en un véritable projet solidaire. Elle met son savoir-faire au service de sa communauté. Découvrez son univers inspirant dans ce reportage de Fanny Savard pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. Pieds sur la pédale et regard concentré, 6 couturiers en herbe se lancent dans l'élaboration d'une trousse de toilette. Pour les accompagner, Laurence Cadet. Cette passionnée de couture a lancé son auto-entreprise il y a 1 an et demi et enseigne la discipline aux enfants dès 5 ans. Et après, tu vas retourner pour coudre sur la couture que tu as déjà faite. Derrière ces ateliers de couture, c'est l'envie de partager sa passion aux plus jeunes qui l'anime, d'où ces ateliers hebdomadaires. Des activités qu'elle développe aussi pour des enfants atteints de troubles du comportement. Pour les enfants, les cours de couture, c'est arriver à utiliser ses mains. Et quand on utilise ses mains, ça calme le cerveau en fait. Et de ce fait-là, il y a moins de troubles de l'attention. Profondément altruiste, Laurence accompagne aussi bien les plus jeunes que les aînés. Ce vélo, c'est celui qui me sert pour me rendre au domicile des personnes. Basée à Lovani, la couturière se déplace dans un rayon de 10 km pour s'affranchir au maximum de l'utilisation de la voiture. Ce matin, c'est à Nonglard, chez Marie-Jeanne, qu'elle a rendez-vous. Au programme aujourd'hui, 3 pantalons et un manteau à retoucher qui permettent à la doyenne du village, âgée de 93 ans, de conserver sa garde-robe. Je croyais même pas que ça se faisait, j'ai dit, dis donc, surtout avec son vélo. D'adapter les vêtements, c'est ce qui permet à des personnes qui sont âgées, qui ont parfois des mouvements qui deviennent limités ou un équilibre qui est limité, de continuer à porter leurs vêtements. Au travers de ces rendez-vous, c'est surtout l'échange avec les personnes âgées qui prime. D'après les statistiques, l'isolement touche près du quart des seniors de plus de 75 ans, quand de nombreux jeunes sont en quête de logement. Alors la solution, la colocation intergénérationnelle. Un dispositif qui résout les problèmes de chacun et qui permet surtout de créer du lien entre 2 générations. Dans le Morbihan, une jeune association met en relation des jeunes de moins de 30 ans avec les personnes âgées. C'est un reportage de Karine Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Bonjour! Bienvenue chez René et aussi chez moi et Quentin, mon colocataire. Mais aussi Onyx, le chat. Tous vivent dans cette maison à Saint-Avé. La colocation intergénérationnelle, René, 82 ans, la pratique depuis 20 ans. Après le décès de son épouse, il y a 18 mois, il a failli y mettre un terme. C'eût été une bêtise d'arrêter parce que je vous dis, je me retrouvais tout seul et là ça crée quand même une vie. Il y a des atomes crochus qui se sont immiscés dans notre vie quotidienne et ma foi, je les aime bien mes petits là. Hein. Cette nouvelle vie, Agathe, 22 ans, et Quentin, 19 ans, la découvrent depuis 2 mois. À l'étage, ils ont leur propre espace tout en sachant que René n'est pas loin. Une formule où ils trouvent leur compte. Pour éviter l'isolement, justement, être accompagné, il y a toujours quelqu'un à côté, quoi. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un aussi chez soi en plus. Et puis d'avoir assez d'espace. C'est, je pense, quelque chose qui n'aurait peut-être pas été accessible si on n'avait pas eu... Ouais, c'est assez grand quand même, on a de la chance que ce soit assez grand. Les 3 colocataires n'hésitent pas à partager des moments ensemble. Et le caractère de l'octogénaire ne laisse pas les étudiants indifférents. Ouais, il est haut en couleur. Hein. Ouais. On essaie de partager un peu de temps ensemble et... Ouais, on s'entend bien. Ouais. On a eu de la chance, je pense. La rencontre s'est faite grâce à l'association Ensemble de Générations. Après un peu plus d'1 an d'existence, elle compte une vingtaine de binômes sur le Morbihan. Ils restent chez eux, ils restent autonomes chez eux, avec de la vie chez eux. Et les jeunes apportent de la gaieté à la maison. C'est pas une location d'ailleurs, c'est vraiment créer du lien social entre un jeune et un senior. 3 formules d'hébergement sont possibles, de la gratuité avec présence régulière à une contribution financière de 300 € et des moments de convivialité. Et alors que les départements s'inquiètent des coupes budgétaires imposées par l'État, certaines écoles, elles, innovent pour répondre à la hausse des effectifs. C'est le cas à Sulniac, en Bretagne, où les enfants suivent leurs cours dans une yourte depuis la rentrée. Une solution originale et pratique pour répondre à la demande d'espace, tout en offrant une expérience pédagogique unique. Un reportage d'Eva Thomas pour notre partenaire TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. C'est la fin de la récré pour ces élèves de petite et moyenne section de l'école Saint-Jean-Baptiste à Sulniac. Retour en classe, ou plutôt dans la yourte. Est-ce que c'est mieux d'être dans une yourte que dans une salle de classe ?
de la yourte. Cette année, le nombre d'élèves dans l'école a augmenté. Face au manque de place, l'école a dû trouver rapidement le moyen d'accueillir tout le monde. Alors, la yourte s'est imposée comme la solution idéale. En termes de coût, c'était pas beaucoup plus cher qu'un préfabriqué. Tout équipé, elle était à 65 000 €, la yourte de 80 mètres carrés. Et on pourra éventuellement la revendre ensuite quand les travaux sont terminés ou après, si on l'a pérennisée, faire toutes les démarches administratives pour vraiment l'implanter définitivement. Au-delà de ses avantages financiers, la yourte a séduit l'équipe enseignante pour ses valeurs écologiques. Proche de la nature, proche des enfants, on est très attentif aussi au rythme des enfants. Et c'est vrai que la yourte correspondait bien à ses envies et à notre thème d'école. En Bretagne, l'utilisation de la yourte comme salle de classe prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, dans la région, 7 écoles ont opté pour cette solution. Le mouflon de Corse a failli disparaître en 1950, mais il fait désormais partie des mammifères protégés depuis un arrêté ministériel de 2019. Face à la diminution inquiétante de l'espèce, le Parc national régional de Corse a mis en place un élevage en enclos. Depuis 3 ans, plus de 50 mouflons ont pu être relâchés dans la nature. Regardez ce reportage d'Alain Ricciardi pour Télépaésé. Regardez. Alors là, Gladys, qu'est-ce qu'on va là? On va à l'enclos d'élevage des mouflons sur la commune de Pointe. On prend la piste qui mène à l'enclos. Alors en fait, ils ont mis ces mouflons en enclos donc en 2004 pour faire un élevage parce qu'il y avait un effondrement de la population de mouflons sur le massif de Baville et comme ils voulaient pas que l'espèce disparaisse, ils ont préféré mettre des animaux en enclos afin de faire un élevage et de pouvoir les relâcher par la suite en nature. Ça a été un succès, donc là en 3 ans on a lâché 52 mouflons sur le massif de Cagnes. Alors ça c'est un mélange spécial où il y a du pois cassé, de l'orge et du maïs. Donc c'est un complément alimentaire qu'on leur donne parce que comme ils sont dans un enclos, malheureusement, ils n'ont pas la ressource alimentaire nécessaire pour vivre. Donc on est obligé de leur amener un supplément. Et le seul moment où on peut les voir qui sont paisibles et qui ne partent pas en courant, etc. J'ai un rôle d'observateur, j'influe sur la prédation et voilà, je regarde que tout se passe bien, mais je ne touche pas les animaux. Non. C'est des animaux extrêmement sauvages. Oui, c'est des animaux très sauvages. On ne dirait pas parce que c'est dans des enclos, mais en fait, oui, ils ont gardé l'instinct sauvage. Mais comme ils sont habitués déjà qu'à une personne, à partir du moment où il y a d'autres personnes, d'autres odeurs, de suite c'est la panique et on les voit pas, quoi. Donc après, on les capture pour les relâcher donc dans leur milieu naturel. Que là, par exemple, il y a les mâles qui sont séparés des femelles car on est en période de naissance et comme ça on peut mieux les compter, mieux les suivre parce que c'est quand même des animaux sauvages donc c'est très difficile de les apercevoir. Ah oui, c'est une passion, c'est une fierté, des fois c'est un peu compliqué parce que c'est de l'animal sauvage, que c'est en extérieur, etc. mais c'est le plus beau métier du monde. Oui. À Fontenoy-le-Château, une association compte célébrer le 90e anniversaire de la disparition d'Arsène Raymond, alias le Gros Raymond. Avec ses 315 kilos, ce personnage hors norme se faisait payer pour exhiber sa carrure imposante. Star locale et phénomène de foire de l'époque, retour sur un événement qui va peser dans les mémoires. C'est notre partenaire Vosges TV qui était sur place. C'est un personnage indissociable de l'histoire de Fontenoy-le-Château. Et dans ce lieu d'art et d'histoire baptisé Le Balcon, l'association gestionnaire voulait lui rendre hommage à sa manière, avec en 2025 la création d'un événement autour du 90e anniversaire de la disparition, le 4 juillet 1935, de ce jurassien d'origine et qui vécut une grande partie jusqu'à la fin de sa vie. Ici, Arsène Raymond, plus connu dans le village sous le sobriquet du Gros Raymond. Il n'y avait pas à l'époque le Guinness, des records, mais il s'est autoproclamé l'homme du gros monde. Car avec ses 315 kilos, celui que l'on appelait encore le colosse jurassien était un étonnant personnage. Après avoir été garçon de café, marchand de vin ou vendeur de chaussures, il deviendra ce qu'il était encore convenu d'appeler à l'époque un phénomène de foire. Et c'est bien cela qui est à l'origine du projet qui sera mené par ces 2 artistes. Vanina habite à Fontenoy-le-Château et c'est la singularité de l'homme qui l'a marqué. Je pense qu'il ne subit pas sa différence physique, mais il la cultive, il la nourrit.
Marion, elle est factrice de masques, de ceux qui en disent quelquefois plus long que ceux qu'ils ne cachent. À la fois il cache, mais en même temps il révèle. Et c'est ce que je vais devoir faire, recréer la personnalité de cet homme par le biais de ce masque-là. Petit détour à présent du côté de cette fresque à demi effacée. Près de la première bachelière de France, Julie Victoire d'Aubier, figure Arsène Raymond entouré de deux autres phénomènes de foire, les nains d'Arceau, deux frères de petite taille, René, 1,10 m et Roger, 97 cm. Il faut savoir qu'il y a des descendants. Apparemment, il y aurait, je ne sais pas si c'est deux petits-neveux ou deux petits-fils qui seraient sur Metz. Donc je vais les retrouver aussi. Le président de l'association Le Balcon est également sur la piste d'un objet un peu spécial. Il avait deux tabourets. Il avait un tabouret pour, on va dire, son fessier et puis le tabouret du ventre. Et ce tabouret apparemment est sur Fontenoy. Et d'ici là, l'association lance un appel pour recueillir autant d'éléments que possible sur la vie du gros Raymond. Le billard est un sport traditionnellement très masculin. Marion Jude, licenciée au Billard Club Legrand de Limoges, est malgré tout devenue championne du monde de billard anglais, tout en poursuivant ses études de commerce. Âgée seulement de 23 ans, Marion est la première femme à intégrer le circuit master composé des 32 meilleurs Français. Pour cette à Limoges, regardez ce reportage que lui ont consacré Tom Meyer et Alain Druot sur place. Le monde du billard est essentiellement masculin. À Limoges, un club travaille à féminiser la discipline en organisant différentes actions. Sur une trentaine de pratiquants, 6 sont des femmes, dont une championne du monde. On manque cruellement de licenciées féminines, que ce soit alors forcément dans notre club, mais en fait en France et partout. C'est un sport qui est voilà, majoritairement masculin. Donc aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte où on accueille les féminines qui souhaiteraient s'initier au billard ou juste découvrir la discipline. Après l'athlétisme, l'équitation et la natation, sport pratiqué il y a quelques années, Fanny vient d'adhérer au club. Ça fait quelques mois que je fréquente la salle de billard et du coup aujourd'hui, voilà, je suis très contente de pouvoir intégrer le club. D'autant plus que pour ma reine Marion Jude, championne du monde, je suis très honorée. C'est une discipline qui est vraiment très sympa, dans un environnement qui est calme, même si voilà, on peut avoir du stress lorsqu'on joue. On est bien loin de l'image qu'on pouvait avoir avant, voilà, le billard dans les bars entouré d'hommes. C'est plus du tout ça, il y a des clubs... Maintenant, voilà, il y a des clubs avec des écoles. On peut venir apprendre voilà, de manière très sympathique avec des gens qui sont passionnés et qui sont là qui sont prêts à expliquer. En loisir ou en compétition, le billard, mesdames, mérite votre attention. Voilà, et puis Lucien Magana est luthier depuis près de 30 ans. Il fabrique des guitares dans son atelier de Sionzier en Haute-Savoie. En plus de rechercher le son parfait, il s'amuse avec l'esthétique pour faire de ces instruments des objets uniques. Chacun d'entre eux a été fait sur mesure, vous allez le voir. Ce travail minutieux nécessite plusieurs heures, voire plusieurs années de labeur. Pour 8 Mont-Blanc, Kezia Poudou l'a rencontré dans son atelier. Regardez. Avant d'être luthier, Lucien Magana est surtout passionné par la musique. C'est à l'âge de 13 ans qu'il découvre la guitare et plus de 60 ans plus tard, cet instrument de musique détient toujours une place importante dans sa vie. Je suis chanteur-guitariste. Donc quand on chante, la guitare c'est un instrument, on va dire presque favori parce qu'on peut l'emmener partout. Hein, vous asseyez au coin d'une table, vous prenez une guitare et puis ça y est, c'est parti. C'est par passion qu'il a découvert ce métier dans les années 1990. Ne pouvant pas en vivre à 100%, il travaillait en parallèle dans une usine de décolletage. Aujourd'hui retraité, il continue de créer son instrument favori. Au total, il a fabriqué près de 80 guitares et voici la pépite de sa collection. Celle-là, elle est unique. Je l'ai présentée à Paris plusieurs fois. Et jusqu'à présent, personne ne m'a encore copié. Il n'y a pas d'ouverture. Il y a une double table et un double fond. Mais avant de pouvoir sortir de telles notes, ce prototype lui a demandé beaucoup de temps, plus de 2 ans de travail. Les guitares plus traditionnelles nécessitent quant à elles près de 150 heures. Guitares classiques, folk, électriques ou encore même des ukulélés sont créés dans cet atelier. Sa clientèle étant avant tout composée de musiciens professionnels, la qualité se doit d'être irréprochable. Et cela commence d'abord par le choix du bois et notamment de la table d'harmonie, élément essentiel de la guitare puisqu'elle a un énorme rôle à jouer dans la sonorité de l'instrument.
L'épicéa est un très bon bois de résonance qui est utilisé depuis le Moyen-Âge pour fabriquer les violons, les violoncelles, etc. Le bois de chacune des parties de la guitare, comme le manche, le fond ou encore les éclisses, a été réfléchi pour optimiser ce matériau au maximum. Suivant si vous voulez une guitare qui brille ou une guitare qui soit un peu plus sourde ou un son qui soit un peu moins brillant ou un peu plus brillant, on travaille exactement sur les barrages qui sont sous la table. Le plus gros de cette commande sur mesure a été effectué. Une fois terminée, elle ira dans une salle spéciale dont l'hygrométrie est mesurée pour permettre à l'instrument une conservation optimale. À Limoges, la capitale de la porcelaine s'interroge sur l'impact écologique de son activité. Les morceaux défectueux et cassés pourront à l'avenir être recyclés et réemployés dans des céramiques techniques pour l'automobile par exemple ou l'aviation, grâce aux recherches d'un ingénieur céramiste qui a travaillé sur le recyclage des déchets de porcelaine dans les manufactures. C'est un reportage de 7 à Limoges sur place. Partagé entre la manufacture de porcelaine Coquet et l'incubateur d'entreprise de l'Université de Limoges, Valentin Jaillat vient de mettre au point Sarah Shape, un procédé pour la réutilisation des déchets porcelainiers. Ça ressemble bien à une véritable révolution. À la fin d'un projet avec le laboratoire, où on n'a pas pu forcément industrialiser ce procédé à l'échelle du laboratoire, et donc on souhaitait la création d'une start-up pour converger naturellement vers un procédé comme ça qui soit industriel. Du coup, avec l'écosystème autour de l'IRSER, de Esther, etc., on a convergé naturellement vers l'incubateur. Ce qui est produit lors de différentes étapes de production, justement, au sein de la manufacture. Donc, c'est des défauts, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est traité comme des déchets ultimes. Donc, c'est des déchets qui sont enfouis la plupart du temps. Et donc, nous, ce qu'on propose avec ce projet-là, c'est de l'utiliser comme une nouvelle source de matières premières. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans la création d'une start-up. C'est l'opportunité qui s'est montrée à moi. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler là-dessus. Et puis dans ce journal, un voyage dans le passé, direction Ancy-Dorneau, au cœur du château de Ronqueville, où Martine dévoile un musée privé dédié à son grand-père Marcel Rebouzet, préfet à la Libération et proche du général de Gaulle. Cet homme a marqué l'histoire de Metz, un lieu chargé de mémoire à découvrir avec notre partenaire Moselle TV. C'est à lui, à Marcel Rebouzet, que le général Walker remet les clés de la ville. Et pourtant, le préfet a été oublié des Messins et effacé de l'histoire pendant plus de 60 ans. Ami du maire de Metz Raymond Mondon et du général de Gaulle, il avait récupéré un département en ruine à la Libération. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cet homme qui a été fondamental pour Metz et la Moselle. Il est resté à Metz de 1918 en tant qu'avocat à 1956, avec la période, somme toute très brève, de la préfectorale, donc 44-45, mais son influence sur Metz a été profonde. Une grande figure du barreau de Metz. Il a marqué la vie intellectuelle locale parce qu'il a fait de nombreux discours radiophoniques et autres. Il était une sorte de journaliste de l'époque aussi parce qu'il écrivait beaucoup. Il a milité en faveur de la création d'un aéroport civil à Metz, à Frascati. En vidant la maison familiale, la petite fille du préfet a découvert des archives uniques. Le grand public peut les voir jusqu'à la fin de l'année au château de Ronqueville. L'exposition retrace sa vie. Là, j'ai beaucoup de photos originales de la libération de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il assiste à des scènes. La libération de Paris, c'était vraiment un déchaînement de vengeance. On voit ces femmes tondues exhibées dans les rues. On voit ces hommes lynchés, massacrés. L'avocat qu'il était ne supportait pas cette violence. Je pense que c'est aussi pour ça que le général de Gaulle l'a choisi. Il savait que ce serait un homme qui maintiendrait la paix civile. Ultime hommage du préfet actuel, depuis le 18 juin, une salle de la préfecture porte le nom de son grand-père. Et on termine ce JT en couleur. Danse et Madras sont animés une journée spéciale dans un centre de loisirs dédié à la découverte de la culture martiniquaise. L'événement, organisé pour la journée de la tenue traditionnelle, a plongé les enfants dans le riche patrimoine de l'île, entre folklore et histoire. Retour sur cette belle immersion culturelle avec Loïc, Régis et Bérénice Angot pour notre partenaire Via ATV sur place. Pour les petits comme les grands, le tissu Madras est de rigueur aujourd'hui.
Les enfants de ce centre aéré de Fort-de-France répètent leur gamme sur des notes de Begin, une mélodie qu'Emma et ses camarades connaissent maintenant par cœur. 1, 2, 3. Ils ont entre 2 et 10 ans, une jeune génération qui doit encore s'approprier les codes de son patrimoine culturel. Pour la directrice de cette structure, moderniser l'aspect du tissu emblématique est une des solutions. C'est important pour moi que le madras soit quelque chose qu'ils puissent porter au quotidien. Pour nous, c'est porter de beaux habits. Donc souvent, dans de grandes cérémonies, nous portons notre madras. Et là, on a montré aux enfants que on n'a pas besoin forcément des grands jours pour sortir du madras. On peut faire un arrêt-tête, on peut porter un jupon, etc. C'est magnifique parce que c'est ça notre cible. Montrer à la jeunesse, montrer aux petits que nous avons une tenue traditionnelle comme les Normands, les Bretons. Et ils vont être fiers. Grand robe ou encore gaule, il existe plusieurs catégories de tenues traditionnelles en Martinique. Alors je suis en matador. Alors la matador, c'est vraiment toute une histoire. Hein. C'est celle qui joue de ses charmes, hein, qui a des choses à proposer et qui, heureusement, en retour, elle paie en soi, fait des récompenses, on va dire. Et donc la matador, elle est très très achalandée en bijoux. Vraiment, on a la panoplie, on a les chaussures qui vont avec, on est dans notre tenue avec les codes respectés. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. Toute notre équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Tous nos vœux de bonheur. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir.